Salut ma pote, salut mon pote, c'est parti pour un nouveau numéro d'After Rap. Et avec moi, pour ce nouvel épisode, Wafa dans la maison. J'allais annoncer Fif, il m'a fait un petit signe de Wafa, tu as raison. Les dames toujours en premier pour être un peu galant. Salut Wafa. Salut. Ça va bien? Super, merci. Tranquille. Fif est là du coup dans la maison. Bonsoir. Également, et je termine par Yerim. Salut la censure. Salut la censure. Comment vas-tu Yerim? En pleine forme? Tranquille? Ouais, tranquille. Aujourd'hui, on va parler de Damso, forcément, qui est sorti ce vendredi 18 septembre. On reviendra aussi sur Conte de Fées, le projet de YL. Il y a aussi Capoin qui a sorti Hendrix, son projet 50 ans après la mort de Jimi Hendrix. Incroyable. Voilà. Le Motif aussi, qui a sorti première partie, son premier projet. On reviendra sur le Club des Losers avec Vanité. Et on manquera pas de parler de l'histoire de Freeze Corleone, la polémique. Et on reviendra aussi sur Romeo Elvis, qui a été retiré d'ailleurs de l'album du Club des Losers. On en parlera. Mais d'abord, on va commencer avec Dums, qui a donc sorti Calf, qui aime like follow. C'était voilà, très très attendu. Et on en parle juste après ce gros son déjà roulé sur After Rap. Calf, qui aime like follow, 5e projet de Damso. Il le tease depuis plusieurs années maintenant. À la base, il devait le sortir après Salle d'attente, son tout premier projet sorti en 2014. Finalement, il signera après sur 9 de I, donc il va reculer la sortie et il sortira Ipséité. Mais Damso continuera à maintenir le buzz autour de Calf. Donc autant vous dire que les attentes là de ses fans, de son public, elles étaient très élevées. Donc voilà, est-ce que le résultat est à la hauteur selon son teasing déjà, tout ça? Fif, tu vas prendre la parole, vas-y. Ouais, vas-y. Bah, comme tu dis, l'album il était très attendu. Et c'est marrant, je suis parti sur Twitter et j'ai vu des gens un peu déçus, mais tu sais, ils ont jugé l'album au bout de 45 minutes. Alors que tu vois, un album ça s'écoute, ça se réécoute et ça se réécoute. Il y avait déjà des analyses à minuit 5. Ouais, il y avait déjà des analyses, c'est des ouf. Et tu vois, moi quand j'écoute l'album, tu vois, j'entends un père heureux, un homme épanoui, un artiste accompli. Quand j'écoute l'album, tu vois, ça part bien. L'intro elle est lourde. Le deuxième morceau qui est Life aussi pareil, tu vois, tu te dis ah ok, Damso il est en mode batterie faible, ipséité et tout. Et puis après, changement d'ambiance. Donc, tu vois, t'as même au niveau que ce soit des instrus et des thèmes, toi, ça redescend un peu, c'est plus calme. Et moi, pareil, je m'attendais à un album rap, tu vois. Donc, je l'ai réécouté. Et j'ai compris l'homme, le message et tout. Après, c'est vrai, ça manque peut-être d'explications, entre guillemets, et même de visuels pour pouvoir expliquer là où il veut aller et tout. Mais quand tu écoutes bien l'album, quand tu les réécoutes bien, tu sens que en fait, lui, il est là où il a envie d'être et là où il voulait aller, tu vois. Et il n'est pas là non plus pour plaire aux gens. Déjà, il se fait plaisir à lui-même. Et ouais, ça s'entend, tu vois, quand il parle de son fils, de sa mère, de sa famille, bref, de tout ce qui lui est arrivé. Tu sens un homme épanoui et heureux. Donc, moi, j'ai bien aimé l'album. Donc, faut que je me le réécoute bien pour faire une meilleure analyse. Mais moi, je valide le projet, ouais. J'aime beaucoup. Wafa, est-ce que toi aussi, tu as trouvé le projet à la hauteur? Et puis, est-ce que tu es d'accord avec Fif? Est-ce que tu as entendu? Est-ce que tu as toi aussi entendu l'homme épanoui? Et petite parenthèse, je rajoute un petit truc en plus, une spéciale pour vraiment le morceau de 911. Que je trouve vraiment incroyable. Un peu, je sais pas, années 80, disco, années, tu vois. Et je sais pas, pour moi, ça va être un gros morceau, un gros tube, ce truc-là, il va tourner partout. Énorme. Ok. Wafa. Ouais, totalement. J'ai entendu l'homme épanoui, surtout si on compare avec Lithopédion. C'est vrai que sur l'album précédent, il disait que, surtout en interview, qu'il se sentait à ce moment-là mort en fait dans un corps en vie. Et alors, je sais pas si les choses ont beaucoup changé. Je connais pas sa vie. Alors évidemment, il y a la paternité qui est arrivée après ça, mais on ressent un peu plus de joie, d'amour. Il y a un peu plus d'âme en fait. Avant, en fait, quand j'écoutais Damso, je me disais, ce mec, je le trouvais le plus sale de tous. Finalement, on parle pas de vulgarité, on parle pas de... Sale au niveau des textes. Ouais, ouais, là, et des fois... bien, oui, bah, oui.
En fait, quand tu l'écoutes, tu dis c'est ouf parce que des fois, on peut se dire non, mais est-ce qu'il a une âme? Il y a des choses vraiment très, très immorales, etc. Et là, en fait, voilà, là, on retrouve un peu l'âme finalement. Alors, je sais pas si c'est aussi ce retour aux racines parce que cet album, il est aussi, il tourne autour du Congo, autour de l'Afrique, que ça soit dans la promo ou dans les sons qu'il a voulu mettre à l'intérieur. Mais voilà, il y a un peu plus de joie, un peu plus d'âme qui, moi m'a fait kiffer parce que j'étais pas très fan de Lithopédion, je préférais l'album d'avant. Tout à l'heure, Fif disait qu'il y avait des gens qui avaient été déçus. Je pense qu'ils ont été déçus parce que c'est un album peut-être qui manque de concept, comme lui, il a eu l'habitude d'en mettre, que ça soit voilà, avec les lettres grecques, les trucs cachés, les complots, les machins. Là, on sent beaucoup plus de spontanéité. C'est un album beaucoup moins intellectualisé, je trouve, et ça fait du bien, où ça rappe un peu plus, comme on le disait tout à l'heure. Alors, pas sur tous les morceaux, certes, mais ça faisait grave du bien d'entendre des morceaux où il kickait, en fait, dès l'intro, etc. Et puis, surtout, j'ai l'impression que dans cet album, mixtape, peu importe, c'est plus les thèmes qui sont au centre du projet, mais plus la façon dont il les a travaillés, en fait. Parce qu'en vérité, les thèmes ne sont pas extrêmement variés, ça, c'est pas grave. Il n'y a pas non plus ce morceau choc qui met dans chaque morceau pour faire des polémiques. Tant mieux. Et puis finalement, je trouve que il y a une meilleure maîtrise et une meilleure précision dans le choix des prods, dans la façon dont ils posent dessus, la construction de certains morceaux. Alors évidemment, on peut penser à ce super morceau qui s'appelle Deux toiles de mer. Là, il parle de son fils. Et puis voilà, la paternité, tout à l'heure, quand je disais, avec ce morceau, il y a un petit moment d'intimité. Et ce qui est, je dirais, peut-être un peu contradictoire, c'est que tout à l'heure je disais que ce mec était sale dans le sens où c'est le mec le plus impudique qu'on connaît, quoi. Il raconte vraiment tout. Il a traité des sujets comme la pédophilie, l'inceste, voilà, ce genre exactement. de choses. Alors que là, je trouve ça mignon, le fait de mettre ce petit extrait de son fils qui nous plonge un peu dans son intimité, mais dans une autre intimité en fait. Il nous plonge dans son cœur et plus dans une intimité super sale. Et voilà, en fait, il s'ouvre, il est moins pudique d'une autre manière, et ça, je trouve ça assez touchant. Et puis voilà, il y a de très bons morceaux. Ça mérite d'autres écoutes, évidemment, mais ouais, bon projet avec des bonnes prods. Ok. Yérim, ton analyse? Oula, c'est un bien grand mot. Mais déjà, il y a une moitié d'album qui fait très ambiance chanson française. Pas dans le sens péjoratif, genre c'est de la variété, c'est de la merde, mais plus dans le sens vraiment de la chanson, tu vois, de la chanson à texte. Et en fait, c'est assez intéressant de l'écouter sur ce registre parce que lui, t'as toujours senti qu'il avait ce côté un peu à côté du rap, que limite parfois ça le saoulait un peu de se limiter à du rap de manière traditionnelle, on va dire. Donc effectivement, t'as le côté Étienne Damso pour reprendre la vanne d'un pote. Et là, c'est vrai que ça se sent en fait dans le choix d'instru, même si tu as toujours des rythmiques marquées qui peuvent être dansantes et tout, mais tu vas aussi retrouver de la guitare sèche. De toute façon, tu vas aussi retrouver d'ailleurs 2 morceaux afro. Et après, après je rejoins ce que disait Fife Ouafa sur le côté plus lumineux de l'album. En fait, je pense aussi d'ailleurs que c'est pour ça qu'il y a sans doute une partie de ses fans qui doit être très déçue, parce que là, en fait, c'est pas du tout le Damso, Bresson, etc. Effectivement, il a pas fait son quota de morceaux avec un thème, machin. Donc c'est cool, parce que ça commençait à être une habitude, en fait, qui devient trop prévisible. Même si, perso, ça m'a fait quand même perdre 20 balles, parce que j'avais parié que ce serait la zoophilie sur cet album. Mais non, il n'y a rien eu. J'ai lu sur Twitter profaneur de tombe. C'est incroyable. Un morceau sur ça. Il lui restait que la nécrophilie et la zoophilie, donc au bout d'un moment. Mais du coup, ouais, c'est plutôt cool qu'il s'émancipe de ça aussi. Et après, après, le risque, c'est que sur cette partie qui, moi, je trouve, me rappelle un peu le côté chanson française, vu qu'il raconte quand même, comme tu dis, beaucoup la même chose, donc des fois, t'as l'impression que c'est juste la BO d'un film français chiant. Et c'est pour ça que c'est cool que t'aies quand même les morceaux plus rappés qui déboulent à un moment. Donc, évidemment, le feat avec Hamza et celui qu'on vient de passer, à Déjà Roulé. Et après... Attends, le feat avec Hamza, on a un extrait, on va le mettre. Vas-y. Voilà, le H et Dams. Ouais. Donc ça c'est cool, en plus ils ont un mini passe-passe à la fin. D'ailleurs je pense que ça a dû être le test final pour Hamza, parce que Damso dit le mot négro, donc Hamza a dû se retenir très fort de pas le suivre, et il y est arrivé, donc bravo à lui. Mais non, après t'as aussi le... Ah oui, puis à un moment, Damso dit Bang Bang, dansons la carioca, ce qui est une référence à la Cité de la Peur que j'aime énormément, donc franchement bien vu. Mais non, après, donc je reviens pas sur
les extraits de la voix de son fils, où effectivement tu vois que c'est plus le Damso lumineux, heureux, etc. Mais t'as aussi le morceau Rosemark Love, sur, c'est une déclaration d'amour à sa maman, quoi, tout simplement. On a un petit extrait. Vas-y, Rosemark. C'est vrai que quand il parle de sa mère, c'est vraiment. C'est ça, tu vois. Alors évidemment, il y a un côté un peu énervé parce qu'il parle aussi des gens qui sont pas venus la visiter à l'hôpital, mais tu sens que oui, c'était le morceau qu'il a senti qu'il fallait faire à ce moment-là de sa vie et tout. Et tu sens une vraie sincérité. Après, pour revenir sur le morceau 900, donc déjà, bravo aux 3 beatmakers, parce qu'il y a Benjai, Prinsley et SynDX. Donc j'adore la prod avec le sample à l'ancienne, comme j'ai dit. Et ça s'accorde avec le texte, puisqu'en fait, c'est presque une des premières fois où tu as une chanson d'amour presque normale de Damso, en fait. Même si à la toute fin, alors il peut pas s'empêcher de dire genre ouais, pour toi j'arrêterai de la mettre dans les fesses, pour toi, etc. Mais il y a quand même des phases, tu vois, qui sont plus, mais genre pour lui ça reste un gros effort, donc faut respecter. Extrait de 911. Vas-y. Est-ce que l'amour ça ramollit? C'est ce qu'il dit, je me ramollis. Il dit aussi pour toi je pourrais revendre du shit. Pareil, tu vois, il a ces trucs, ces inversions de valeurs qui sont assez marrantes. Non, puis après je trouve ça aussi très bien qu'il soit moins high concept, en fait, parce que tu sais, ça fait un peu ça fait un peu Christopher Nolan, tu sais, le truc où genre ouais, en fait c'est une inversion du temps, machin, tu fais non, mais en fait c'est un film d'espionnage, c'est pas, t'es pas obligé de faire ça, tu vois. Là, c'est tu pas parles grave. De Tenet, ouais. Tenet. Tu as compris, toi? Quoi? Il paraît qu'il est incompréhensible. Non, il est compréhensible. En fait, c'est le genre de, pour revenir à Damso, c'est le genre de mec qui peut te donner une forme extrêmement sophistiquée juste pour te dire qu'il baisse des putes. Donc en fait, je dis ouais, c'est sympathique, mais c'était pas super utile. Ouais, et là, dans celui-là, justement, il abandonne un peu ce truc-là. Ouais. Après, pour les fans qui sont vraiment accros à ce style-là, je pense qu'il y reviendra de toute façon. Mais sur ce projet-là, moi, ça me dérange pas qu'il soit un peu plus terre à terre, un peu plus simple, en gros, et un peu plus lumineux, quoi. Donc, évidemment, c'est à réécouter, comme elle a dit Wafa, mais pour moi, c'est une bonne surprise. Il y a un mec sur Twitter, il a dit l'album de Damso, c'est pour ceux qui ont compris Tenet du premier coup. Tu vois, tu parles d'album lumineux, et il y a même un feat avec Fally Ipupa sur Fais ça bien. Et voilà encore un bon morceau, quoi, bien produit, quoi, la collaboration. Ouais, on peut pas voir ce que ça va donner sur le papier forcément, et franchement le résultat il est plutôt cool, je trouve. Ouais, après il avait déjà fait de l'afro sur Kin Label, mais effectivement c'était une exception à l'époque dans la discographie de Damso. Non, après ce qui est cool aussi, c'est que, comme tu dis, c'est cool que des fois ils se remettent à rapper même sur des instrus douces, parce que sinon tu peux, pareil, pour reprendre un mec qui s'appelle Poney, sinon tu peux avoir l'impression que c'est juste Julien Doré avec une blackface, tu vois, et ça c'est un peu chiant, parce que c'est les limites quand un rappeur se met à coller trop au côté variette chanson, tu vois. Et juste pour finir avec Damso, donc il y a beaucoup de théories comme quoi il va y avoir un deuxième projet, parce que c'est vrai que lui, en tout cas sur ses réseaux, quand il a balancé la pochette, donc qui indique juste le nom de Damso, le nom du projet et la durée du projet. Lui, sur sa communication à Damso, il avait écrit 48 minutes et quelques, je sais plus combien de secondes. Et au final, l'album fait 45 minutes sur les réseaux, enfin sur les plateformes. Donc déjà, on peut soupçonner qu'il y a peut-être un titre, encore en tout cas, non? Après moi, quand j'étais psy, déjà les puzzles me faisaient chier. Donc, non mais s'il sort des morceaux bonus, c'est très bien. Ça pour rebondir au fait que tu disais que les fans de Damso, ils aiment un peu tout ce qui est numérologie et tout ça, et que là, il leur a quand même laissé encore de quoi manger et se creuser la tête. Non mais regarde, le truc il est simple. Je pense, c'est ma théorie, peut-être je me trompe. L'album il est sorti que en digital. Justement, il n'y a pas eu de physique pour éviter les fuites. C'était un album très secret, même au niveau de la maison de disques. Donc il y aura un bonus sur la version physique. Et je pense que voilà, sur la version physique, il y aura un morceau en plus, ou peut-être 2, ou peut-être 3, ou plus. T'as des infos ou quoi? J'ai pas d'infos. mais je pense que voilà, par rapport au minutage,
Je pense que dans la version CD, il y aura peut-être un son en plus. Ok, et donc je suis tombé sur une théorie qui dit, là je vous l'ai dit pour les fans, pour expliquer les fans qui se creusent la tête, il y a des petites phrases à chaque fois dans tous ces projets. Je vous prescris l'album Calf de Damso, puis après dans un autre projet on entend Monsieur Dams, vous m'entendez, comme s'il était en réanimation, et puis après on entend qu'il est mort, tout ça. Et à la fin de ce dernier projet, donc Calf, on entend... Batterie rechargée. Voilà. Et peut-être qu'aussi parce que l'album il se termine par intro. Et donc et les ça, gens ils se disent. L'album voilà, se termine par intro, tu fais bien de le dire, Fif. Et donc les gens, la théorie c'est que batterie rechargée et que Dums va arriver, que là c'était William, c'était une autre partie, tu vois. Donc, Alors du coup je retire ce que j'ai dit, c'est pas Nolan, c'est plus l'univers Marvel au cinéma avec la scène post-générique pour les fans. on est plus dans la scène post-générique, tu as raison. Du Game of Thrones. YL aussi, il a sorti un projet, ça s'appelle Conte de Fées, et on va en reparler juste après son featuring avec Rof qui s'appelle Génération. On en reparle juste après. Restez connectés, c'est After Rap avec Wafa, Yerim et Fif dans la maison. After Rap. Conte de Fées, c'est disponible depuis ce vendredi 18 septembre. Dessus, on retrouve des feats de Rimka, Uzi, Isk Naps ou encore Rof qu'on vient d'entendre. Wafa, qu'est-ce que t'as pensé de ce projet? Ouais, moi déjà j'aime beaucoup YL, donc peut-être que je vais être un peu dur parce que peut-être que j'en attends un peu plus. Mais déjà j'avais beaucoup aimé la mixtape qu'il avait sortie pendant le confinement. Vaillant, que je trouvais vraiment solide, sombre et vraiment spontané, sans calcul. Voilà, c'était une mixtape qu'il avait faite avec ses fans et vraiment, il y a vraiment des morceaux que j'avais vraiment kiffé. Et finalement, c'est ce que j'aime moi avec YL, parce qu'on parle souvent d'albums sans personnalité, donc on verra ici. Mais lui, en tout cas, il a une véritable identité. Donc déjà par son empreinte vocale, c'est sûr. Il y a une mélodie dans la voix qui est toujours renforcée avec l'autotune. Je trouve qu'il arrive à l'utiliser vraiment bien pour vraiment renforcer ce côté mélancolique qu'il a dans la voix, que j'aime beaucoup. Et rien que ses placements ou la façon en fait d'appuyer sur les syllabes, je trouve que c'est vraiment propre et ça lui donne vraiment une identité. D'ailleurs, il y a un morceau où je trouve c'est Père de Nike. Où je trouve On a un petit extrait de Père de Nike. Gâteau lettre et l'odeur de la pisse, tous mes péchés s'empilent, je suis grillé comme un père d'Air Max. J'ai bien aimé ce morceau, son délire avec la Paire de Nike. C'est ça, et vraiment je trouve qu'il n'y a que lui qui fait ce genre de morceau, la mélodie qu'il a dans la voix, comment il pose les mots, et je trouve ça vraiment touchant. Après, comme la plupart en fait des morceaux d'YL, donc sauf la mixtape Vaillant dont je parlais tout à l'heure, c'est très souvent hétérogène en fait, dans le sens où il est toujours entre deux ambiances. Il cherche toujours un équilibre entre les morceaux rap, les morceaux plus festifs. Même dans les thèmes, il est toujours dans ce truc-là. De toute façon, je crois qu'il le dit dans un morceau. Il est entre la foi et voilà. Enfin, c'est les contradictions d'un homme en fait, je dirais. Et d'ailleurs, on le voit quand je regardais toutes les pochettes d'YL, je trouve qu'on le voit beaucoup parce qu'il est toujours entouré par deux personnes. Quand on pense à Confession, quand on pense Nix et Reb, c'est autre chose parce que il y a cette dualité dans déjà un double album, il y a cette dualité dans les titres. Voilà, Conte de Fées également. Il y avait le juge sur son épaule gauche, exactement. Et le petit garçon qui donc est de street. C'est ça. Il est en recherche et tout, et moi j'aime beaucoup cette sincérité dans la recherche, mais finalement ça donne des très bons morceaux comme d'autres qui sont un peu moins à la hauteur. Alors généralement il fait des très bonnes intros. Moi j'ai beaucoup aimé cette intro, Gori justement. Toujours, en fait il démarre toujours très vénère dans les albums, ça j'aime beaucoup. Puis d'ailleurs en plus il dédicace Rof sur cette intro, donc il a carrément invité. Il avait aussi dédicacé Nasbil avant, donc ça fait longtemps qu'il voulait faire cette connexion avec Rof. Ouais, totalement. Ça fait longtemps qu'il lui disait je te kiffe, vas-y viens on fait un truc. Ouais, et puis ça s'entend parce que déjà il le laisse faire le refrain. Et puis ce que j'aime bien avec YL, c'est qu'il a vraiment ce respect, mais pas que pour les anciens, pour toutes les collaborations. Il se met peut-être un peu en retrait. Alors je sais pas si c'est positif ou négatif, mais voilà, il les laisse faire. Pareil pour Rimka, c'est aussi Rimka qui fait le refrain. Et puis j'ai aussi aimé l'implication de Rof. Parce que dans son couplet, il dédicace, il dit Vaillant, il parle d'Herbel et tout. Donc j'ai trouvé vraiment ça bien fait, respectueux. Alors bon, peut-être que je m'attendais à un truc un peu plus kicker de la part des deux. Moi aussi, pareil, je m'attendais à un autre couplet de Rof. Un truc plus kicker, on va dire. Ouais. Puis cette fin un peu où il parle, il dédicace comme ça à l'ancienne, ça fait un peu daté. Ça fait un peu très à l'ancienne. À l'ancienne, ça tuait, mais là, moi aussi, la fin, là... Les fins où tu parles comme ça. Moi, je suis un ancien, ça m'a pas choqué. Moi, ça m'a. Moi, je suis un ancien, ça me choque pas. Et voilà, ça reste un bon projet. Moi, pour YL, je me prends toujours des morceaux et je fais ma playlist. En fait, il y a des morceaux moi qui me touchent pas, il y en a d'autres que j'aime beaucoup. Voilà, peut-être plus court, ça aurait été plus cohérent, mais
voilà, un bon projet. Le feat avec Dayuzi aussi, je trouve qu'il fonctionne très très bien. Ouais. Et encore une fois, il laisse encore plus de place à Dayuzi qui finit en gueulant sur ce titre. Donc voilà, un album sincère à l'image d'YL. Ouais, gros couplet de Dayuzi en fire. On a un petit extrait ténébreux aussi qu'on va balancer. Préparation, c'est 2 garrots dans l'assiette. Vrai mec d'Herbel fait pas de joint à la cig. On débarque en bas de Chibi comme à l'ancienne. J'ai Voilà, toujours entendu. encore Ça, c'est les morceaux que je kiffe. un gros Ouais, titre. celui-là aussi, il m'a mais bon, bien celui-ci, mis une ouais. bonne gifle. Il fait du bien au moment où il arrive dans l'album là. c'est J'ai clair. une bonne tarte. Yerim, alors dis-nous ce que t'as pensé. Moi je le de trouve Feu. fidèle à lui-même en fait, Ouais. c'est-à-dire que pour moi il aura toujours ce côté jeune vieux du rap, c'est-à-dire un mec qui bon maintenant c'est plus un mec de la dernière génération, mais ce que je veux dire c'est que c'est pas un ancien. Mais il a des grosses références d'anciens, effectivement, en plus de la dédicace à Rof sur Gorille, même sur leur feat, il commence le couplet en reprenant une phase de Rof en disant le micro c'est comme le calibre, quand tu le sors faut pas hésiter, il place la fierté des notes à un autre moment, etc. J'ai comptabilisé Yerim. Est-ce que tu as comptabilisé? Non, j'ai Il pas tout pris, mais c'est vraiment un de ses kiffs. Ouais, Dans le truc, dans le morceau avec Rof, il a 6 références Ouais. à Rof, à des morceaux ou à des punchlines de Rof. Ouais, Donc, non, mais quand j'ai écouté, je me suis dit, est-ce qu'il allait faire son couplet sur des Ah, thèmes, que sur les- ouais. un truc de Rof? Et je me suis dit, s'il arrive à faire ça, c'est lourd, mais il l'a pas fait. Mais il y a 6 références à Rof. Ouais. Ça, mais ouais, après, donc moi perso, pour le coup, le couplet de Rof, je l'ai bien aimé. Je trouvais que ça cadrait pile avec le morceau et qu'en plus, surtout, j'ai trouvé bien écrit en fait. Après, pour rester sur les feats, pareil, c'est pas la première fois qu'il bosse avec Rimka. Et il se passe un vrai truc quand ils posent un morceau ensemble, je trouve. Et en plus, alors après, t'as le côté symbolique pour les vieux comme moi d'avoir Rof et Rimka sur le même album, même si c'est sur des pistes séparées, donc c'est quand même mignon. je te jure. Et donc après, pareil, Dayuzi, je trouve en fait la combinaison entre YL qui est un peu mélancolique, énervé, et Dayuzi qui va être vraiment l'écorché vif, qui sort ses tripes jusqu'à la fin du morceau et tout. Je trouve ça marche bien. Après, c'est pas la première fois de toute façon, mais lui en fait quand il appelle Naps, c'est pour faire du Naps de toute façon. Donc, et puis alors ça peut paraître facile comme Moi, c'est tentative de le single, seul mais titre qui m'a surpris, tu vois, à l'écoute en fait de l'album. c'est pas la première fois vu que C'est pas le morceau, c'était mais je trouve remis. que- Excuse-moi, mais on dirait qu'ils l'ont mis au milieu pour dire vraiment, là, à ce moment-là, au milieu de l'album, pour J'ai eu pour la même souffler sensation. un peu, aérer un tu peu. vois. J'ai eu la même sensation Et que je me toi. dis, au final, il était pas franchement nécessaire. Ouais, il est pas Du coup, ça nécessaire. fait single, envoyé. Bah, tu vois. Morceau moi, pour Marseille, quoi. Moi, Ouais. c'est ça en fait. Moi, je comprends le côté tentative complètement Dans cramé un de autre album, single. je l'aurais validé, tu vois, mais là. Ouais, je vois. Après, de toute façon, il y avait ça sur l'album de Naps, mais non, moi, ça me gêne pas parce que au bout d'un certain temps, en fait, surtout sur un long format comme ça, YL, j'ai tendance à le trouver assez répétitif et redondant. Et en fait, d'avoir une espèce de fenêtre comme ça où justement il se met au service de son feed, donc Yes. étant Naps, donc avec le côté Parce que ambianceur et tout. Ouais. Donc moi ça me dérange pas en fait de le trouver en plein milieu du tracklist. Et je crois que c'est à peu près tout. Ah si, il y a un truc aussi qui est très cool, c'est que vu qu'il y a plusieurs sons qui sont produits par je crois le pôle de beatmaker MOC, on entend plusieurs fois la mort ou Chichi en début de morceau et ça c'est cool aussi. Voilà. On va continuer avec l'album de Capoin qui a sorti son album Hendrix le 18 septembre, 50 ans pile poil après la mort de Jimi Hendrix. Et donc on va parler de cet artiste du 9-1 de Risso Orangis pour être précis, juste après son titre Peur du Noir, un excellent titre donc. Mettez-vous bien sur Move. After Rap avec moi, Fif, Wafa ainsi que Yerim. Wafa, tu veux dire un mot sur Capoin ou Fif, tu veux y aller? Ah, vas-y, Fif. Vas-y, Fif, Non, vas-y. Yerim. Moi, je l'ai reçu hier, c'est pour ça que j'ai parlé avec lui hier. Donc, Ok. vas-y. Bah écoute, au global en fait, je l'ai trouvé efficace parce que c'est Rec 118 derrière, donc t'as le côté il coche toutes les cases comme on l'avait dit sur l'album de Leto. Maintenant, moi je trouve, à titre personnel, c'est assez décevant parce que comme tout le monde, je l'avais découvert dans l'épisode de Rentre dans le Cercle où il avait fait son rap à la guitare sèche. Et en fait, moi, c'est cette originalité chez lui qui m'accrochait, c'est-à-dire l'espèce de fusion rap d'un côté et chant, guitare, voix de l'autre. Il avait même un projet Trap and Roll. Et voilà, ouais, c'est ça. Et donc, surtout pour un projet qui s'appelle Hendrix,
Si tu veux, moi, enfin, dans l'idéal, je m'imaginais un truc limite psychédélique avec des riffs de guitare électrique endiablés et du rap de mecs qui pètent la guitare à la fin du couplet, tu vois. Là, en fait, c'est très 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 lambda, c'est juste dans la tendance de ce qui se fait actuellement. Par contre, ça reste un mec qui a un sens de la mélodie qui est assez fou. Donc lui, dès qu'il a une bonne instru, il sait vraiment l'utiliser, se poser dessus et en faire quelque chose de bien. Je pense à Golin et Paralyte. Et après, quand il s'agit de rapper, il sait rappeler que de base, ça reste un mec qui sait kicker au micro. Donc là, je pense à Favo, notamment. Et alors l'écriture, c'est pas un foudre de guerre, mais dans le truc qu'on vient d'écouter, La Peur du Noir, qui commence comme un truc un peu gentillet, niais sur gros le racisme, c'est pas bien. Et en fait, plus les couplets évoluent et plus ça devient un peu plus subtil que ça, etc. Donc ouais, c'est personnellement décevant pour moi. Mais il a pas perdu ses qualités en fait. Mais après en tant qu'album, en tant que projet, je pense qu'il aurait. Enfin c'est con d'avoir dit. Plus loin dans le côté Hendrix quoi. Bah c'est con que en fait au fil des projets t'as l'impression que peut-être parce qu'ils se sont dit que ça n'accrochait pas le public de maintenant, qu'ils sont mis à diluer de plus en plus son côté justement guitare etc. Là c'est limité uniquement à quelques trucs de guitare sur des instrus. Mais pas plus que ça en fait, tu vois. En tout cas, nous, il est venu nous voir hier, il avait un costume, donc le jeudi 17, il avait un costume. Un vrai glow-up niveau image, par contre, ça n'avait pas de souci. Niveau image, il joue le jeu. En tout cas, il va dans ce délire Hendrix Rockstar, et ça lui va bien d'ailleurs. Hein, je pense qu'il est comme un poisson dans l'eau. Là-dedans, il y a un gros son sur l'album qui a tourné tout l'été. C'est Corps à Corps, featuring Joey Doit de Filet. Voilà, donc là, il a aussi c'est des sons qui se font actuellement en mode Zumba Afro, mais il a aussi, comme tu disais, des morceaux hip-hop comme Molo. Dès lundi matin, les jeunes ont déjà braqué Darcet. Et il y a aussi un feat quand même, c'est Choix de vie avec Dossé. Ceux qui prennent le Glock et ceux qui vont à la fac, qui ont des rêves. La prestation de Dossé. Bon, le lambda quoi. Ouais. Ok, en tout cas, je rappelle qu'il y a Dossé, Kaza, Leto et Joey Doit de Filer et Ténor aussi sur le morceau Boomerang, mais ça c'est en bonus sur la version physique. Exactement. Après, il y a un truc par contre qu'il faut souligner, c'est qu'il fait partie de ces rappeurs qui peut faire des grosses variations de sa voix sur un même morceau, ça c'est plutôt cool. Mais c'est vrai qu'en tout cas, il faudrait peut-être qu'il joue plus le jeu à fond du côté guitariste, comme tu dis. En tout cas, nous a fait un live à la guitare, ça rendait plutôt bien. C'était quand même assez propre. Ouais, c'est vrai. Non, mais quand tu choisis d'appeler. Je pense que sur scène, ça va envoyer. Moi, je pense que sur scène, je le préférais que sur disque pour l'instant, en tout cas à ce moment de sa carrière. C'est clair que sur scène, j'ai hâte que les concerts reprennent et tout ça, parce que je pense que avec les costumes, les lumières, la guitare, s'il y va à fond, je pense que ça va envoyer. Non, mais lui, en plus, tu vois, avec l'image, il a un vrai côté rockstar, tu vois. Donc sur scène, ça doit envoyer. Mais c'est vrai que quand t'appelles ton album Hendrix, tu t'attends forcément à des folies, tu sais, je sais pas, une intro, je sais pas, rock, truc, un peu de folie, quoi. Mais sinon, voilà. Ok. Sans transition, on va enchaîner. Ah, tu voulais dire un truc? Pardon, excuse-moi, désolé, excuse-moi. Il n'y a pas de souci. Oui, je suis d'accord avec ce que vous avez dit. C'est vrai que sur ce côté rockstar, en fait, ce qui est un peu dommage, c'est que ce soit seulement sur la forme et sur le paraître. Là, tu parlais des costumes, on parle des super photos, et c'est dommage que finalement la guitare ne soit devenue qu'un accessoire, alors qu'au début, c'était vraiment une acolyte, en fait. C'était limite, je dirais, la continuité de son bras. Là, ça devient juste un accessoire pour les photos, et je trouve ça un peu dommage. Mais en fait, ce côté aussi rockstar, parce qu'il faut assumer ce truc Hendrix. Alors, ok, il kiffe Hendrix, mais nommer un album comme ça, je pense qu'il faut assumer derrière. Mais c'est pas négatif, je pense juste que c'est un mec qui est peut-être encore trop humble pour assumer un truc comme ça. Il est fan d'Hendrix, mais il connaît pas Hendrix sur le bout des doigts. Ouais, non, mais ça, c'est pas très grave. Tu vois, il est fan, il a dû écouter, il a dû apprendre des trucs dessus, c'est pas grave. Mais quand tu vas être une rockstar, peut-être même comme les Américains, tu pousses le truc, voilà, t'exagères, tu mets de l'ego trip, machin. Et nous, je pense qu'on s'attendait peut-être à ça. Mais voilà, je sais pas quel âge il a, je sais pas s'il est jeune. Et puis j'ai vu en tout cas, j'ai vu des interviews où c'est un mec super humble, et peut-être qu'il est juste pas comme ça dans sa personnalité pour pousser un peu plus ces trucs-là. Et puis oui, ça donne un album trop générique en fait. Et c'est vraiment dommage. On parlait des morceaux où il rappait bien tout à l'heure.
il y en a 2-3, ils sont un peu trop enfouis, je trouve, dans tout l'album. Et pour finir, Peur du noir, ce que moi j'ai aimé, ok, il évoque le racisme à travers un storytelling, mais c'est juste le fait qu'il ait pris en fait le contre-pied. Alors Yerim parlait de l'écriture qui se développe au fur et à mesure du morceau, mais même évoquer on va dire ce thème sur un morceau calme et mélodieux qui aurait peut-être mieux donné un morceau d'amour, je trouvais ça assez intéressant et je trouve que ça manque aussi de certaines prises de risque. Voilà, et après tout le reste est générique et c'est des prods que moi j'ai pas trop kiffé, quoi. Ok. Sans transition, on va continuer directement avec donc le Motif qui a sorti son projet Première Partie. On rappelle qu'il avait enchaîné un son par jour là, c'était cet été. Et donc Première Partie, c'est sorti ce vendredi 18 septembre. Dessus, il y a des sons comme Saison. Et ça recommence. Voilà, là c'est un titre guitare-voix. Pour ceux qui ne savent pas, le Motif, quoi, on peut vous dire qu'il est producteur, ainsi que top liner, qu'il a déjà réalisé de nombreux tubes, du moins il se cache derrière de nombreux tubes, et il a aussi bossé avec sa sœur, Shai. C'est d'ailleurs lui qui réalise quasiment tous les albums, même jusqu'à l'écriture. Et donc il y a beaucoup d'attentes en fait sur cet artiste qui était dans l'ombre, mais déjà très connu. Tout le monde parlait de lui avant même qu'il sorte un projet. Il avait déjà un nom. Qui veut y aller? Moi, très rapidement, je sais pas s'il y avait de l'attente, Ouais, pas de mon côté, mais je sais pas s'il y avait de l'attente avec le public, parce que ce qu'il a sorti en vidéo, c'était du divertissement. Je pense que les gens ne se disaient pas forcément qu'il allait sortir un EP. Donc là, sur ce projet, il nous montre qu'il sait faire des hits. Ok, c'est cool. Moi, vraiment, la seule chanson que j'ai aimée, c'est Saison, parce qu'il montre qu'il sait faire des chansons. Et ça m'a plu. Le reste, voilà, c'est pour s'enjailler. Je la connais, je l'ai entendue, voilà, on s'enjaille, mais... Ouais, sans plus. Moi, j'ai bien aimé le délire, un son, je crois que c'était pendant un mois, un son par jour et tout, tu vois la construction du truc. Et lui, c'est un mec un peu timide, un peu renfermé, et là, ça lui a permis de peut-être le mettre en confiance, parce que c'est un mec de l'ombre de base. Et de se mettre en avant, c'est pas facile pour ces gens-là. Et puis, le fait qu'il ait lancé ce concept tout l'été, que ça lui a permis aussi de se mettre en confiance par rapport au public qui lui disait que vas-y, t'es chaud, continue et tout. Et voilà, il a su créer son monde, son univers. Moi, j'ai bien aimé le EP. J'aime beaucoup sa voix, j'aime trop sa voix en fait. Et elle se marie bien avec ses prods. Et puis le morceau My Love avec Easy Lee, je trouve ça énorme en fait. Je trouve ça très lourd. Et il est plus dans un truc mumble rap, comme on dit, en tout cas. Et tu parlais de son de tube Wafa, j'imagine que tu fais référence à des morceaux comme Contagieux. Quand je t'avais, je sens en VE, je n'ai plus le temps d'être amoureux. Après, n'empêche que les Belges, ils ont un truc quand même, ils ont une vibe, tu vois. Et c'est vrai que ça fait faire des tubes. Actuellement, ils ont vraiment ce vent en poupe. Il y a aussi le morceau Hiver turquoise aussi. Le soleil se lève, mais pas le cœur étant hiver turquoise. C'est des titres un petit peu différents comme Next. Si on oublie d'aller chercher la moula. Et là, tout de suite, c'est beaucoup plus pop. Hein. Là, on est vraiment dans un truc pop. C'est clair qu'il maîtrise ce qu'il sait faire. Hein. Mais ça marche, franchement, je trouve que c'est efficace. En plus, moi, je trouve qu'il a fait le projet qu'il fallait. Il y a 8 titres, c'est pas trop chiant. Je pense que s'il avait fait plus long, ça m'aurait saoulé. Mais 8 morceaux comme ça, et en terminant par My Love, moi, je valide fort. Yerim, on t'écoute. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de ce EP du Motif, ce premier projet? Sur la forme, ça confirme ce qu'on savait déjà, c'est-à-dire que c'est un producteur top liner efficace. Après, je trouve que contrairement à Meryl, par exemple, qui a fait justement la transition entre top lineuse, ghostwriteuse et je sors mon propre projet. Ouais, mais avant elle rappe quand même. Rapper de base. Oui, bien sûr, de mais base, justement, rapper, c'est ce que je dis, c'est-à-dire que je trouve que c'est plus dur pour lui de, comme ça, tu vois, sortir son premier projet. Tu sens que t'as le côté, la forme, il y a à peu près rien à dire dessus. Par contre, ouais, ça fait très coquille vide, mais en fait, c'est normal. C'est parce que malgré il faudrait peut-être plus de fond dans l'écriture. Malgré ces longues années d'expérience en studio, c'est techniquement son vrai premier truc. Donc moi je trouve par exemple qu'il a absolument rien à raconter. Et moi c'est ça que j'ai aimé parce que ça s'écoute en fait. Je l'écoutais tout à l'heure en voiture et je trouvais ça fluide, limpide et ça glisse dans les oreilles. Ou est-ce qu'il a juste sorti ça comme ça pour suivre non, je pense qu'il a envie, il a envie de sortir de ce truc. Je sais pas, il y a des gens chaque jour ils font un footing, lui il s'est dit je vais faire un morceau. C'est pas vrai, franchement on le disait, il est talentueux, il a fait plein de tubes. Je pense qu'il doit se dire à un moment, moi aussi j'ai envie de passer devant. Hein. Ouais. Ce qui est compréhensible, hein. Il a le talent pour. Oui, parce qu'il a donné la formule, enfin il a une expertise, une expérience, il l'a donné. Il y a eu des tubes qui ont été faits
par rapport à ses top lines, il s'est dit bah pourquoi pas moi. Mais je pense que c'est tous les top liners, ils ont ce truc-là. Même comment elle s'appelle celle qui faisait les trucs pour Rihanna là, celle qui faisait les top lines pour Rihanna. Sia, voilà, Sia, pareil, elle était dans l'ombre et je crois qu'elle s'est mise à chanter, à être un peu dans la lumière, même si on voyait pas sa tête. Mais ce que j'ai une autre approche de la musique aux États-Unis, donc il y a toujours eu beaucoup de monde derrière un titre, quoi. Oui, tu vois. Mais il y a ce truc de forcément, voilà, tout le monde chante ma top line et tout, vas-y, bah, j'ai envie d'en profiter pour moi, quoi, je pense. Bon, en tout cas, on reparlera, on verra s'il y a une suite du motif, si c'est un coup d'essai comme ça, aussi d'autres projets. Club des Losers, c'est Champion, extrait du projet Vanité, on en reparle juste après sur votre radio hip-hop. Et le Club des Losers, c'est ni plus ni moins que Foudzati, tout simplement, qui a créé le Club des Losers, mais c'est le seul membre de ce club. Et donc, il a sorti le projet Vanité, là. Qu'est-ce qu'on a pensé, Yerim ? Lui aussi, pour le coup, fidèle à lui-même. Alors lui, ça remonte vraiment maintenant. À part que, évidemment, c'est plus cadré niveau flow par rapport à ses tout début. Mais ouais, c'est le gros misanthrope du rap français. À la limite, ce serait plus ça, la légère évolution à travers toute sa carrière. C'est que là, il est moins genre je suis triste et dépressif, et il est beaucoup plus dans vous êtes des merdes. Donc, c'est vrai. Donc ouais, et par contre, après, il a le côté ultra cynique, désabusé sur la vie, etc. Je crois qu'il a une phrase, attends, que je la retrouve. Il a un truc où il dit dis pas que tu peux rien t'offrir, tu peux toujours te donner la mort. Tu vois, genre, et il a que des sens de la formule comme ça. Donc je pense que pour ceux qui le suivent, ils seront pas déçus. Pour les autres, ils trouveront peut-être ça chelou, mais en tout cas, ne serait-ce que pour l'écriture, tu vois, c'est toujours, pour moi, j'y trouve toujours un peu mon compte à travers certaines fulgurances. Mais c'est clair qu'il a des punchs, des fois tu sais pas s'il est au premier degré ou pas, tu vois. Il a un côté Michel Houellebecq du rap français, tu vois, c'est misanthropie. Il va parler des pauvres ou du genre de choses, tu vois, c'est vraiment c'est de votre faute si vous êtes pauvre, en gros, le discours. Et donc tu sais pas à quel degré faut le prendre, mais en tout cas c'est son univers. Il nous a dit la dernière fois, il est passé nous voir lundi dernier et c'était pour nous parler donc de ce projet, et il expliquait que là il était quand même plus sur le côté win. Il voulait parler de tout ce côté de champion justement, et mettre ça au ridicule, tu vois, en fait, parce que le côté esprit de la gagne. Et sur son album, il y avait à la base Roméo Elvis sur le titre Joie de vivre. Ni fleur ni couronne, bien évidemment. Le temps va passer, t'abîmer la santé. Et donc, suite à la polémique qui a entouré Roméo Elvis il y a quelques jours, il a choisi de le retirer. Est-ce que vous comprenez déjà ce choix de Foudzati ? Est-ce qu'il a eu raison ? Déjà oui, c'est un choix qui est grave compréhensible par rapport à la victime et tout. Après en fait, c'est surtout ça, c'est du côté des artistes en fait. C'est-à-dire que chacun fait son choix sur est-ce que t'es d'accord avec toi-même pour collaborer avec des mecs qui ont des casseroles comme ça. Donc lui il a fait ce choix-là. Après, ce qui est plus chiant avec les affaires Roméo Elvis, moi la Squale ou tous les autres qu'il y a eu avant, c'est plus que, en fait, entre ça et l'affaire Chris Corleone, c'est vraiment la preuve absolue que les médias rap, c'est la défaite intellectuelle à tous les niveaux. C'est-à-dire que le traitement médiatique de tout ce qui est agression de meufs dans le rap, c'est catastrophique parce que soit c'est inexistant, soit c'est traité de façon, comme sous forme de news people ou de blagues, ou de gens qui t'expliquent que comme c'est des médias de divertissement, c'est pas leur rôle de parler de ça, alors que c'est les mêmes qui vont te faire des news sur Chris Brown ou R. Kelly toute l'année. Donc c'est un peu spécial d'être infoutu de faire la même chose quand ça touche des Français. Et après, c'est comme je t'ai dit, tu vois, c'est quand même catastrophique de se dire que ceux qui ont donné la parole aux victimes en premier, c'est Combini. Donc évidemment, c'est pas un média rap, mais en plus, c'est le même média qui a aidé Mora à harceler son ex dans le reportage. Donc c'est vraiment du foutage de gueule à tous les niveaux. Et ouais, ce serait cool que les gens se mettent un peu à assumer ce côté-là et à juste en parler, ou au moins donner la parole à certaines victimes, tu vois.
Mais parce que sinon, le problème, c'est qu'après, tu produis un public en fait qui est tellement matrixé que, tu vois, quand il y a eu Madame Jaja qui s'était fait patater par Monsieur Pouloulou, c'est Aya Nakamura qui s'est fait insulter pendant une semaine. Parce que tellement on a conditionné le public à trouver ça archi normal que t'as des excuses du style ouais mais c'est peut-être plus compliqué, ouais mais elle avait peut-être cherché, ouais mais c'est peut-être pour le buzz. C'est mot pour mot des arguments que tu trouves dans d'autres médias pour défendre Polanski, tu vois, depuis 30 ans. Donc le fait que nous on Ou Michael Jackson. Pour Michael Jackson, je sais pas si les mecs disent il l'avait bien cherché. Ça c'est plus un truc que j'ai entendu pour la victime de Polanski, que c'était genre une petite allumeuse, que pareil, alors pour les superstars du rap qui se font prendre en photo dans des chambres d'hôtel avec des mineurs, il y a toujours une frange de leurs fans qui arrive pour te dire ouais mais elle faisait plus vieille. Enfin tu vois, c'est aussi les trucs que tu trouves pour défendre des stars du cinéma, tu vois. Donc tout ça c'est assez lamentable, ce serait cool que ça Après évolue, en France il y a quand même un truc qui est la présomption d'innocence, et il y a des affaires dans les cas qu'on a cités là, il y en a qui ont été en justice, d'autres non, donc il y a ça aussi à prendre en compte. Après dans les 3 que j'ai cités, c'est 3 trucs qui sont pas présumés puisque ça a été confirmé. Et après, pour aller jusque-là, si t'attends vraiment la justice, il me semble que Seth Gecko, il s'est fait condamner pour avoir fracassé une meuf. Ça n'a strictement jamais rien changé dans le traitement médiatique des médias rap par rapport à lui. Alors que lui, c'était un des rares en plus, maintenant je pense que l'interview est introuvable, qui pouvait en parler, parce que justement, vu qu'il s'était fait condamner dessus, il avait moins ce truc de non c'est tabou, faut jamais en parler, etc. Mais malgré ça, aucun média rap lui en a jamais parlé, quoi, tu vois. Ok. Tu parlais de... T'as raison d'ailleurs, mais est-ce que toi, à titre perso d'ailleurs, est-ce que t'as déjà interviewé Seth Gecko après ça? Et est-ce qu'aujourd'hui, tu dis, par rapport à tout ce qui se passe, que tu ne l'intervieweras plus, par exemple? Non, parce que comme je t'ai dit, en fait, moi je suis pas en train de te parler de boycotter un artiste, parce que ça... c'est pas ça qui va résoudre quoi que ce soit. C'est juste, moi je te parle d'aborder la question en fait. C'est juste que vu que la presse rap c'est une presse sans journaliste, c'est compliqué d'attendre des trucs de journalistes, parce que quand t'es infoutu de dire qu'un album est mauvais, ou évidemment tu vas être infoutu. Yerim, lui il est journaliste, hein. T'es un des rares à avoir une carte de journaliste dans ce game. Non, je vais pas faire renouveler parce qu'en fait j'ai découvert que tu pouvais avoir l'abattement fiscal même si t'avais pas la carte. Donc maintenant, ah ouais, ça j'avais pas. C'est bon, ça m'avait pas demandé d'ailleurs. Ouais. Donc non. Alors, en tout cas, tant qu'on est dans les polémiques, que pensez-vous de Attends, Wafa là. Pardon, Wafa. Il me boycotte de l'ordre. Il me reste que quelques minutes et je voulais parler aussi de Freeze, mais vas-y, je t'écoute. Rapidement, après, je pense que ça peut embrayer aussi sur Freeze directement, mais il y a aussi ce truc où le rap se fait tellement taper sur les doigts par tout le monde qu'entre nous, on se dit, enfin je parle en général, que non, faut pas dire ça parce que on va donner une mauvaise image des rappeurs, ils vont dire que le rap est sexiste, homophobe, antisémite, etc. Et en fait, la base, c'est de commencer par s'éduquer en fait dans nos milieux, avec les gens avec lesquels on travaille, avec les rappeurs avec lesquels on travaille, pour se dire qu'en fait ça, c'est pas normal. Quand on lavera notre linge sale en famille et qu'on fera le ménage chez nous, on aura plus de force en fait face aux médias généralistes pour leur dire non mais en fait vous dites n'importe quoi et vous traînez le rap dans la boue, parce que c'est soit comme disait Yerim, les médias rap n'en parlent pas, soit les médias généralistes en parlent pour dire bah regardez les rappeurs en fait ils sont comme on pensait qu'ils sont. Donc commençons déjà par chez nous, regardons la vérité en face et parlons, voilà. Bon, on va revenir sur Freeze Corleone là. Ce mercredi 16 septembre, dans un tweet, la LICRA a accusé Freeze Corleone d'antisémitisme, complotisme, apologie d'Hitler, du Troisième Reich et du terroriste Mollah Omar, et de faire du business son obsession des Juifs. Il demande également à l'ensemble des acteurs partenaires de prendre leurs responsabilités. Et il y a le ministre de l'Intérieur, donc Darmanin, qui a retweeté en ajoutant « Apologie du nazisme et antisémitisme, ces propos sont inqualifiables. À ma demande, le ministère de l'Intérieur étudie au plus vite les recours juridiques pour poursuivre leur auteur. D'ores et déjà, j'appelle Facebook et Twitter à ne pas diffuser ces immondices. » Voilà. Et le tweet de la LICRA était accompagné aussi d'un montage vidéo qui réunit des phases de Freeze. Le ministre de la Justice, monsieur Dupond-Moretti, a réagi également. Écoutez, extrait. Mesdames, messieurs les députés, j'ai appris avec consternation ce qu'il y a dans ce clip que j'ai été contraint de regarder pour mesurer à quel point ce dont j'entendais parler était hélas la vérité. L'imaginaire est le dernier refuge de la liberté et l'art est sans doute, à n'en pas douter, un espace formidable de liberté.
mais en aucune façon il ne peut être le paravent permettant en toute impunité d'exprimer la haine. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour provocation à la haine raciale et injures à caractère raciste visant plusieurs clips et chansons donc de Corleone, de Freeze Corleone. Et YouTube a supprimé la chaîne de Freeze Corleone pour contenu incitant à la haine. Il y a sa maison de disques aussi qui c'est Universal qui a dit qu'il bossait plus avec lui. Avec tous les extraits de Freeze mis bout à bout, c'est difficile à défendre après, non ? Mais en fait, le truc, c'est que c'est pas la question. La question, c'est pas de dire ouais, c'est génial de dire ça. Le truc, de toute façon, on en a parlé la semaine dernière. Lui, c'est un mec qui a énormément joué sur de la provoque gratuite, donc par définition, c'est un truc qui vise à choquer. Donc, le but du jeu, c'est pas d'aller voir, comme je t'ai dit, quelqu'un qui se sent insulté par ça et de lui dire t'as tort de te sentir insulté. Le truc, c'est juste de dire attendez, en fait, vous avez juste fait une compile de trucs, d'extraits. Que ce soit le ministre que tu as cité, les députés qui ont fait une lettre ouverte, ou même Dupond-Moretti qu'on vient d'entendre, eux, en fait, ils pensent que ça, c'est un clip de Freeze, genre c'est un seul morceau. C'est-à-dire qu'en fait, personne ne se renseigne sur quoi que ce soit. Et après, t'as quand même l'énorme problème qui se pose, c'est que de base, t'es censé avoir une justice, en fait. Et là, en fait, on est dans une situation où t'as un ministre un ministre de l'Intérieur, donc c'est quand même le premier point, enfin je veux dire le premier flic de France qui tweet à 00h30 sur un rappeur français, alors il pouvait pas attendre le lendemain matin. T'as du coup des gens qui disent ouais, faudrait faire pression sur les GAFA pour qu'ils retirent Freeze, donc d'à peu près toutes les plateformes internet possibles. On parle quand même de gens, donc du coup de l'État français, ils sont infoutus de leur faire payer leurs impôts, mais genre ça ils y arrivent. Donc c'est un sens des priorités qui est quand même un peu spécial. Et puis alors après, l'énorme galère, c'est comme je t'ai dit, je pense que les gens qui se sentent très offensés et insultés par cette partie des textes de Freeze, ils ont sans doute raison et tout, mais eux-mêmes, ils appellent pas à ce qu'on supprime l'œuvre du mec, en fait. Ils voudraient juste que le problème soit abordé. C'est pour ça que je te disais que ça rejoignait un peu le débat d'avant sur les médias rap. C'est-à-dire le problème, c'est juste de faire l'autruche et de mettre sa tête sous terre et de même pas aborder le sujet. Parce que si tu l'abordes, tu peux dire ok. Donc en fait, dans le 667, il y a effectivement lui. À côté, t'as Sobek qui lui carrément va sortir des phases... alors je vais pas les citer, mais c'est des trucs qui toucheraient plutôt les musulmans et le Coran, tu vois. C'est plus un mec anti-religieux au sens global. Et c'est très très cru ce qu'il va dire. Donc ils ont effectivement un côté comme ça qui est ultra hardcore, ultra provoque. Par contre, s'appuyer sur ça pour dire ensuite on n'a pas besoin de jugement ni rien, en fait, dégagez-le de partout. Ça me semble un peu particulier, donc effectivement c'est juste de la censure pure et dure. Et ça, juste il y a un truc, ça veut dire que à partir du moment où il y a une tierce personne, et particulièrement une figure d'autorité qui vient entre toi et une œuvre pour dire en fait on a décidé à ta place ce que tu devrais avoir le droit d'écouter ou pas, ça c'est de la merde en fait, dans toutes les situations possibles. C'est-à-dire que ça peut pas être acceptable en fait. Et après en plus, alors il y a un truc, c'est qu'après t'as le cirque médiatique, parce que évidemment, donc les médias rap c'est Ray Charles, mais alors en gros tu parles de la liberté d'expression. Oui, en gros je parle de ça. Ouais. Et en gros, si tu veux, quand tu vois les détracteurs, alors je vais même pas citer les émissions, mais que t'as une émission où alors ils arrivent à mettre l'islam en plein milieu en disant en fait le 667 c'est un collectif d'islamistes. Alors on sait pas d'où ça sort. Donc c'est complètement con. Elle a additionné les chiffres et elle a trouvé... Oui, 6, 6, 7, 19. mais tu vois ce que je veux dire. Après, cette même personne, elle a dit ils sont tellement violents qu'ils se font appeler Voldemort et tout. Waouh, effectivement, c'est le méchant d'Harry Potter, mais c'est sûrement incroyable pour elle. Après, t'as une autre émission, c'était quoi ? C'était l'heure des pros. Là, on dirait juste une comédie avec Christian Clavier parce qu'ils s'en rendent pas compte. Mais ils sont tellement caricaturaux. Donc, ils ont passé 15 minutes à défoncer Freeze. Et le sujet d'après, c'est la meuf voilée qui était genre dans une commission parlementaire ou je sais pas quoi, et du coup il y a une députée qui s'est barrée juste parce que la meuf était voilée, et là ils se sont mis à dire bah ouais, elle a bien raison, ils auraient dû tous quitter la pièce et tout machin. Et ils se rendent même pas compte de la légère distinction qu'ils font de manière totalement inconsciente, tu vois, entre les différentes discriminations. Donc voilà, et puis alors pareil pour la dernière, celle de TPMP. Donc c'est cool d'avoir des larmes de crocodile, mais en fait quand ton boss
il a pour chroniqueur Messia, ça me paraît un peu étrange de s'émouvoir à ce point des textes de Freeze, tu vois. Donc voilà, c'est juste pour reprendre justement un texte qu'on vient d'écouter de Fouzati. C'est quoi ? Ils s'entraînent très très dur pour être des cons, mais on vit dans un monde de champions. Donc pour moi, c'est juste une foire aux Mongols de A à Z. Et après, il faut quand même en replacer une pour la partie la plus stupide des fans de Freeze. Parce que ce qui s'est passé pendant 2-3 jours, c'est quand même la pire défense que j'ai vue, peut-être depuis Brésil-Allemagne en 2014. C'est-à-dire que c'est quand même des gens qui ont cru qu'ils allaient rendre service à Freeze en tweetant à l'infini ses pires phases, alors que tout ce qu'ils ont réussi à faire, c'est foutre Adolphe en tété. Évidemment que ça lui a pas rendu service, et évidemment que maintenant c'est quasiment foutu pour lui, tu vois. Pour sa carrière, pour la suite des choses, ça va être compliqué. Après, ce qui est cool par contre, c'est qu'il y a plein de rappeurs français qui commencent à lui apporter leur soutien. Mais et ouais. Pour l'instant, il y a que j'ai vu. Non, il y en a eu plein. Il y a eu Timber Bigot. Ouais. Il y a eu. T'as dit qui toi ? Laylo. Ouais, il y a eu Laylo. Il y a eu Chebet. Il y en a eu quand même quelques-uns. On va se quitter là-dessus. En tout cas, n'hésitez pas à réagir tout de suite dans les commentaires sur YouTube, je parle bien sûr. Et là, je laisse la place à Amy, comme tous les dimanches, accompagné de DJ Yann pour le Move le Fun. Move Radio, Hip Hop Nation.